à tous, c'est Sylvain, éleveur de poulettes en Finistère. On se retrouve cette semaine avec un beau soleil, le froid par contre, il fait pas très chaud. Mais bon voilà, c'est un temps de saison, c'est hyper agréable au moins. Cette semaine une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui sera pas sur notre site d'exploitation. On a été faire une visite chez un éleveur voisin de poules pondeuses. Donc bon visionnage à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve chez Jean-Christophe, éleveur de pondeuses, puis chez Marlène. Ouais, salut Sylvain. Enchanté. Je suis content de te recevoir. Donc, Oui. comme toi tu es éleveur de poulettes, moi de pondeuse, c'était bien Ouais. qu'on se rencontre pour Voir échanger en fait. oui, voir l'évolution en fait de l'évolution poulette à l'atelier œuf et Ouais. donc c'est pour ça. Jean-Christophe, il a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui. Bah ouais. Ouais, voilà, bah c'est bien. Donc du coup, pour me présenter si tu veux, on va remettre les choses dans le contexte. Donc moi je suis installé depuis 2 ans maintenant sur l'élevage. Donc j'ai créé un atelier de plein air de 40 000 poules plein air exactement. Et auparavant, moi j'ai fait 10 ans en tant que commercial en nutrition animale, mais sur la partie lait. Voilà. Changement complètement Donc changement complètement, oui. voilà. Ouais. Disons qu'au bout de 10 ans, je pense que j'avais fait le tour du métier. Ouais. Bien que mes parents ont une exploitation laitière, donc peut-être la facilité pour moi ça aurait été de reprendre l'élevage, Oui. c'est clair. Mais bon, clairement, j'aspirais à autre chose. Faut pas se voiler sur le fait que le contexte aussi en lait, c'est Le lait, oui, donne pas, oui. Hein, Pas voilà, la même contrainte non plus. c'est beaucoup de contraintes. Ouais. Et donc en fait j'aspirais aussi à quelque chose de plus sécurisant, même si un investissement comme celui-là est important, mais il y a aussi une sécurité par le contrat. Oui. On a quand même un contrat de 12 ans aujourd'hui. D'accord, avec le donc groupement, ça sécurise quand même vachement l'investissement, Oui. quoi. Hein. Et donc voilà quoi. Donc du coup, comment dire, l'élevage, moi j'ai décidé de créer un élevage de plein air parce que bon, l'idée c'est déjà aussi de se positionner sur du bio, Oui, du plein air. ouais. Surtout la conjoncture aujourd'hui. Oui, voilà. surtout il y a 2 ans en plus. Il y a 2 ans, voilà, c'était quand même le plein boom du bio. Ouais, exactement, Donc. ouais. Bah après, moi, les partenaires que j'avais sollicités étaient pas fermés, c'était bio ou plein air, Ouais. à ma convenance. Après, il y a un facteur déterminant qui a décidé vers quelle orientation j'allais me tourner, c'était le choix du système. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'élevage en volière ou Oui. l'élevage en caillebotis. Oui. J'ai visité pas mal d'élevages et clairement, quand je suis arrivé dans la volière, c'était une évidence pour moi, quoi. Donc, parce que le système de volière, je trouve vachement aéré. Oui. C'est vrai que les poulettes elles peuvent davantage, je trouve, s'exprimer. Ouais, ça circule beaucoup à vol, à tout. Ouais, il y a ce dans le système de volière, et l'intérêt, c'est qu'il y a aussi une comment je dirais, un rang social un peu, si on veut dire quoi. Il y a les dominantes et les dominés. Voilà, il y a elles trouvent leur place assez facilement, je trouve, quoi. Donc ce système-là est bien pour la visibilité de l'élevage global des poules. Je trouvais ça vachement bien. C'est très agréable pour y travailler tous les jours, je trouve. C'est pas compliqué quand on tire les fientes tous les jours. Bah déjà il y a aussi moins d'odeur d'ammoniac, de mouches, toutes ces choses-là. Ouais. C'est une ambiance qui est un peu différente. Le vide sanitaire. Oui, c'est pas du tout pareil. Facile. Il y a ça aussi, beaucoup moins de contraintes aussi. Oui. Quand on est 4 à 5 semaines de vide en système caillebotis, on est presque 15 jours, 3 semaines à faire du lavage, dans le curage. C'est extrêmement pénible. Je voulais pas le connaître. Oui, je me doute. Je pense qu'on est tous à peu près pareil. Si on peut éviter ça, c'est voilà, c'est ça. Et donc du coup, en fait, je suis parti à faire du plein air et après rester à me positionner sur le nombre de poules. Ouais. Ce qui conditionne souvent le nombre de poules, c'est aussi le parcours. Oui. J'avais la chance que mes parents ont un parcellaire qui est quand même relativement groupé avec des grandes parcelles. Ouais. Donc en fait, ça a été assez simple pour moi de pouvoir monter en nombre de poules parce que tu avais la capacité autour. Voilà, c'est ça. Là, mon bâtiment, on va le voir tout à l'heure, il est planté en gros au milieu de la parcelle. Donc c'est vrai que les poules peuvent sortir des 2 côtés du bâtiment et s'exprimer pleinement dans le parcours. D'accord. Et donc en fait c'est ça, quoi. Mais pour monter un élevage de 40 000 poules plein air, il faut 16 hectares de parcours, quoi. Donc ça s'improvise pas, il faut bien les trouver. Là j'avais la chance de pouvoir les avoir. Clair, oui. Donc je suis parti comme ça, quoi. D'accord. Voilà, ouais. Parce que et après voilà, souvent en termes de réalité économique, on parle plutôt de 30 000 poules, 25-30 000 poules par UTH. Ouais. J'ai décidé de monter plus haut en faisant le choix d'automatiser au maximum le système, quoi.
Voilà, et donc du coup, aujourd'hui, je suis quand même assez satisfait du choix. Ça fonctionne bien. Il y a toujours des aléas, hein. Franchement, quand on travaille en élevage, il y a toujours des pépins. Oui, quand on travaille avec le vivant, oui. On en parlera. Oui. J'ai fait 2 lots, aujourd'hui je suis sur mon 2e lot. Le premier lot, bah, c'est super bien passé, Oui. hein. C'était facile. Hein. Le 2e lot, beaucoup moins. Beaucoup moins. On en reparlera tout à l'heure. Je vous ferai visiter de toute façon l'élevage. Là, j'expliquerai tous les problèmes que j'ai pu avoir. Ouais, voilà. D'accord. Ton bâtiment, donc il est construit il y a 2 ans, tu nous disais. Donc après ton bâtiment, il est équipé comment en fait, par rapport au parcours et il est exposé comment tout en fait? Alors, l'orientation c'est est-ouest, hein. En dominant sud-ouest. D'ailleurs on les sent bien. On le sent bien, oui c'est clair. C'est ce que je voulais dire. C'est un bâtiment qui a été mis relativement haut pour pouvoir optimiser, on va dire, la ventilation. D'accord. Donc il est est-ouest. Le bâtiment, la configuration, c'est ça. Il y a un critère important, c'est que j'ai 2 zones d'accès dans mon bâtiment. C'est-à-dire que j'ai une zone propre et une zone sale. Ici, on se trouve dans la zone propre, où seuls les camions qui viennent par là, donc camions œufs, emballage, viennent par ici. Et à l'autre bout du bâtiment, j'ai fait un 2e accès. Ça, c'est pour tout ce qui est transfert de fientes, transfert de poulettes et équarrissage. Voilà. Tout est ça c'était par rapport à la biosécurité. Il fallait faire quelque chose de carré. Et donc j'avais la possibilité de, par l'implantation du bâtiment, d'essayer de faire des choses bien. C'est pas forcément évident de le faire, mais je pouvais le faire. J'ai pas hésité. Par rapport au parcours aussi, vu que tu as 2 accès, tout ça c'est beaucoup plus simple, tu pouvais faire 2 accès aussi. Bah ouais, c'est ça. Là, en gros, là, comme l'orientation elle est sud-ouest, là, j'ai beaucoup plus de poules quand même à sortir de ce côté-là. De l'autre côté, on est quand même planté. Il y a beaucoup moins de poules. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on va pas avoir beaucoup de poules, étant donné qu'on est sous un système zéro, donc on peut pas sortir les poules, elles sont vraiment confinées. C'est vrai que c'est compliqué. Elles ont pas sorti beaucoup alors ça veut dire par rapport. C'est compliqué. On a pu les sortir au mois de mars. Mars, c'était au mois de septembre, je crois. J'allais dire septembre. Je crois que c'était la période. Donc elles sont sorties là et puis. Donc, et toi dans l'élevage après tu l'as pas ressenti? Non, j'ai pas. Il n'y a pas vraiment de différence. En termes de consommation d'aliments ou d'eau, je vois pas de différence. Si l'eau il peut avoir une différence, si jamais il y a des jours où il pleut, elles vont tendance à aller boire un peu de sport. C'est à éviter, donc là à ce moment-là, parce que les poules ça fait des sacrés cratères, c'est des sacrés pecteuses, ces poules là. Donc du coup, en fait ce qu'on fait c'est que je mets un peu de filet pour. Tu dis qu'on j'évite qu'elles aillent dans les flaques d'eau. Partout qu'elles font les c'est comme ça dans les élevages, dans les parcours, on ne fait pas forcément comme on veut. C'est pas évident, quand il pleut beaucoup, c'est assez compliqué à gérer quoi. Bon voilà, après j'ai aussi des séparations dans le parcours parce qu'en fait dans mon bâtiment j'ai des lots de poules fermés par de grillages. J'ai des lots de. J'ai un lot de 6000 poules. Dans le premier parc et après j'ai 3 autres lots. 3 lots de à peu près 11 000 poules. Et donc en fait j'ai les mêmes séparations dans les jardins d'hiver et dans le parcours. C'est pour pas qu'elles se mélangent de trop. Parce que le problème c'est que avec la lumière du jour, elles vont avoir tendance à suivre le soleil les poules. Donc elles vont toutes se retrouver au bout de là-bas. Tu vas les attirer, tu en auras plus dans ton parc du fond après dans le bâtiment. Et après on casse l'homogénéité du lot et c'est ça qui peut être plus problématique quoi. C'est-à-dire que tu te retrouves avec trop de poules d'un parc là. Et ça c'était un choix, ça c'est toi qui l'as fait ou on me l'a vivement conseillé. C'était en fait mon partenaire avec qui j'ai travaillé pour la volière. On avait décidé de ça ensemble de faire des plus petits lots parce qu'en fait mon bâtiment il est quasiment à la norme 4. La norme 4 c'est la norme allemande. C'est une norme qui est plus restrictive en termes une norme qui est plus restrictive que la France tout simplement. C'est-à-dire que il faut faire des petits lots, de la lumière naturelle, des choses comme ça. Donc moi, par contre, j'ai pas de lumière naturelle. C'est par rapport au bien-être. Voilà. C'est un peu plus strict, on va dire. Voilà. Après, donc il s'est fait comme ça le bâtiment. Et aujourd'hui, j'ai pas. Ça sera à refaire, tu le referais. Ouais, en volière c'est sûr, même chose, même bâtiment, même conception de bâtiment, des bâtiments pas très larges,
parce que quand on fait des bâtiments qui sont très larges, c'est aussi pas mal de mal à ventiler, je pense. Oui. Donc là, moi, je voulais un bâtiment pas large parce qu'on sait que des bâtiments de 14,50 m, ça ventile bien. Bien que mes jardins d'hiver soient ouverts toute l'année. Ah oui. Mes jardins d'hiver font partie de ma surface utile pour le nombre de poules, donc je ne peux pas les fermer. Donc en fait, je me sers de l'ouverture des trappes de jardin d'hiver pour ventiler mon bâtiment. Donc en fait, mon bâtiment, il ventile par les trappes du haut aussi. Mais principalement par celle du bas. Et en fait, comme le bâtiment n'est pas large, ça ventile super bien. Ça arrive dans les milieux de la volière et puis l'air il remonte. Et je trouve qu'il y a plutôt une belle qualité. Une bonne ambiance. Et puis même ta fiente, t'as une meilleure fiente, tout ça après. Ouais, c'est pas mal. Après, je la sèche aussi. On est obligé. J'ai des systèmes de séchage en gaine. Directement sur le système. On récupère l'air chaud du bâtiment avec une grosse turbine. Et ça vient souffler sur des petites gaines PVC où il y a des petits trous pour sécher la fiente. C'est comme ça. Et après, l'été, ça marche très très bien. Avec des temps comme ça, c'est plus compliqué. C'est quand tu as une hygrométrie importante dans le bâtiment, on peut faire ce qu'on veut. C'est plus compliqué à sécher. Après, j'arrive à avoir de la fiente très sèche quand même. L'été, j'ai de la fiente qui a plus de 75% de matière sèche. Donc, j'ai analysé de la fiente. On était à 43 de protéines quand même. D'accord. Puis là, toi, la fiente, tu l'expédies ou tu la... Je l'exporte. Je l'exporte, j'en valorise un petit peu pour la partie culture qu'on a. Et le reste exporté auprès de tiers, auprès de nos voisins. C'est comme ça. D'accord. Je fais comme ça. Voilà. Et ça, par contre, je pourrais avoir 10 bâtiments que la fiente est partie. Avec des conjonctures au prix où elle en reste. Tout le monde le. J'ai beaucoup de demandes. Je me doute, ça fait comme nous, quoi. Ça revient au même que la poulette. Voilà, c'est ça. J'ai la clim qui est là. Et en fait, dans le chauffeur, quand on arrive ici, d'abord, ça pue sur le paquet. Et en fait, là, après, j'ai salle pour le livrer. J'ai un stockage neuf, en fait, et stockage livraison. J'ai livraison emballage, principalement, qui me servent à constituer les palettes. Ou tout ce qui est, après il y a d'autres produits, des palettes de produits, produits quoi. Donc en général là il y a une boîte à clés, comme ça ils ont tous le code, ils sont tous, et puis ils sont autonomes, ils se débrouillent quoi. Ils te posent un dictat, tout est fermé, c'est très bien. Et la clim qui est là, forcément, pour qui refroidit, qui réchauffe l'hiver quoi, pour maintenir une température constante tout simplement. Et tu les mets à 18 degrés les œufs? Ouais, 18 ça doit être un truc que je savais pas. C'est la réglementation, il faut que ce soit là. Donc du coup j'ai une sonde en fait après dans le bâtiment qui est reliée sur mon habitouche, comme ça je peux contrôler aussi à distance la température des œufs. Voilà. Donc c'est l'avantage. C'est. S'il y a un problème au moins tu peux gérer. Ouais, tu vois tout de suite, Et ici, là, on est sur la belle vue, ça reste. Et tout le parcours qui est là. Donc là, en gros, j'ai une partie du parcours au sud et le tour du parcours il est là aussi. Donc là, après, j'avais des clôtures à finir parce que j'ai dû refaire mon parcours parce que ça ne collait pas. Donc j'ai refait une partie clôture. Donc en fait, j'ai toute cette partie-là là, et j'ai refait ici pour retrouver ici parce qu'en fait là j'ai marqué septique. Ah oui. Du coup, mes potes n'ont pas le droit d'avoir accès à la fosse. J'ai tout reséparé. Donc là, ça c'est fini. Quand le confinement des poules, c'est fini quoi. Donc voilà, et puis après le prochain lot, comme moi mon lot s'arrête en janvier, je redémarrer sur un nouveau lot au mois de février. Et donc pour alors, tout sera fini. Ça rouvrira pas avant le mois de mars-avril. Puis après, toi en plus, tu les laisses confiner plus longtemps en démarrage quand elles arrivent. Là, tu dis en février. Moi, je les garde à peu près 6 semaines. 6 semaines, ouais. 6-7 semaines. Parce qu'en fait, on peut dire ce qu'on veut, il faut quand même qu'elles s'habituent. Et il faut surtout pas qu'elles tournent ornies. J'ai eu quelques déboires par rapport à ça. Bien que je les avais pas sortis de bonheur, là c'est autre chose. On en rediscutera tout à l'heure. Mais voilà, il faut absolument qu'elles arrivent au bout de compte, qu'elles s'habituent bien au système, qu'elles aient bien prendre en nous. Par contre, les jardins d'hiver, ils sont fermés pendant, je dirais, 10-15 jours. 10-15 jours. Et après, parce que je veux qu'elles restent au maximum dans le système pour qu'elles apprennent
à tous les repères en fait dans le système. Qu'elles prennent l'espace, quoi. Ouais. Et il faut qu'elles prennent l'espace, qu'elles s'habituent, il faut qu'elles trouvent la bouffe, l'eau, le nid. Le nid, oui, c'est le plus important. Et donc une fois que ça c'est fait, ça va bien. Bon, ça se fait pas tout le temps comme on veut, mais ça se fait. Ouais. Voilà. Et après il y a des systèmes de grilles aussi sous le système de volière en fait qu'on va fermer au tout départ, quoi. Pour pas qu'elles soient en dessous le système, parce que la difficulté de ton métier et du mien, c'est de faire lever des poulettes, quoi. Hein, le soir au coucher. Nous, ce qu'on cherche en tant qu'éleveur de pondeuse, c'est d'avoir des poulettes qui déjà d'une se perchent facilement, quoi. Pour le qui soir, ne reste pas, oui. C'est ça. Qui ne reste pas au sol, quoi. Parce qu'une poulette qui reste au sol, c'est au sol après. Au sol, donc c'est compliqué à gérer, quoi. Et après, voilà, une fois qu'elle fait ça, il faut des poulettes qui bougent, quoi, qui soient bien dynamiques et puis qui soient homogènes. Donc on se retrouve au chaud, il fait meilleur. On se retrouve dans le sas maintenant, donc où se trouve la collecte des œufs en fait. Oui. Pour faire simple, un sas, on va démarrer par le commencement. Ouais, par le sas, oui, par vraiment le sas. Du coup, quand on arrive ici, il y a toujours, ça c'est le sas, 3 zones où on voit bien les 3 zones qui sont délimitées, dont la zone tampon. Ouais. En fait, là, du coup, on se change, comme on a fait, on s'équipe, cote sur vette et sur botte, et puis voilà, et puis après, bah, on peut rentrer dans le sas. Et en fait, ici, il y a toute la partie, là en gros, c'est là où on passe le plus de temps. Hein. Donc là, en face de nous, il y a tout ce qui est partie ramassage d'œufs. Ouais. Du coup, on va démarrer par le commencement. Là, il y a tout ce qui est parti. Donc, les œufs arrivent du poulailler ici, sur un système de convoyeur, tout simplement. Hein, parce qu'en fait, dans le bâtiment, on verra tout à l'heure, il y a 3 batteries, 3 volières, avec 3 pondoirs. D'accord. Et donc du coup, tout arrive sur un seul et même convoyeur. D'accord, oui. Donc après, là, on peut le voir, on verra, on va peut-être voir aux caméras. Ici, je surveille avec des caméras les 3 tapis. D'accord, ouais. Et pour tu mets les 3 en même temps, en fait, quand tu mets en route. Ouais, quand je mets, c'est ici la zone de commande. On gère la bande de gauche, du milieu, de droite, et on gère comme ça. Et en fait, là, je retrouve sur l'écran mes 3 tapis, comme ça je peux gérer le flux d'œufs, parce qu'ici on a un potentiomètre pour faire varier les vitesses de bande. D'accord, oui. Et donc grâce à ça, bah, je peux gérer le flux d'œufs comme ça. Okay. Donc tout arrive ici, et une fois qu'on arrive ici, là c'est la partie où on se trouve nous en fait, hein. C'est la partie tri des œufs. D'accord, oui. Donc tous les œufs passent ici, donc en fait là on va écarter... à partir du moment où on va garder, il y a des bons œufs. Hein. Bon, j'ai ramassé les œufs ce matin, mais voilà, ça c'est globalement ça, ce sont des bons œufs qui vont être boitables. On laisse passer. D'accord. Oui. Par contre, tout ce qui est, on va dire, des œufs déformés, des œufs sales, ça on trie, on écarte et ça va en déclasser. D'accord. Voilà. Ok. Une fois que ça c'est fait, la machine, elle gère. C'est-à-dire que elle va mettre directement les œufs en plateau de 30, en alvéole de 30, directement. Ça va se faire tout seul. Et ensuite, dans l'appareil qu'on voit là, ça s'appelle un empileur. Ça va mettre en couche de 6, si tu veux. Donc 180 œufs vont sortir de là à chaque fois. Ensuite, ça revient ici, sur une sorte de convoyeur à nouveau. Et à partir du moment où il y aura 4 piles qui vont être mises, l'une après l'autre. D'accord, oui, de 6, oui. D'accord, oui, ok. Oui. Le palettiseur, lui, va se charger de palettiser tout seul la palette. Tout seul, là, oui. Donc là, on a une palette qui n'est pas finie parce qu'une palette complète, c'est 5 étages, 10 800 œufs. D'accord, voilà. Ok. Sauf que là, j'avais pas assez d'œufs pour finir ma palette, donc bon, bah, c'est comme ça. J'aimerais bien pouvoir en mettre plus tous les jours, mais c'est pas tout le temps comme ça. Et donc, du coup, en fait, là, ce palettiseur-là, bah, il gère tout seul en fait, si tu veux. C'est un système qui est assez simple, c'est un système qui fonctionne avec des fourches tout simplement, sur un portique 4 pieds qui vient descendre, il vient s'avancer et il va prendre les 4 piles. Et à partir du moment, il va venir poser après ces 4 piles comme ça. La première pile ici, deuxième pile ici, troisième pile ici. D'accord, ah oui, il commence pas par le fond en fait. Il commence pas par le fond, il commence toujours par là parce qu'il faut qu'il recule ses doigts pour pouvoir aller les chercher. Et à partir du moment où les 3 piles sont mis, clac, il va venir chercher tout seul ses intercalaires. Voilà. Et ça jusqu'à finir la palette. D'accord, ok. Tout simplement. Ça marche. Voilà. Ça marche, ça marche. Et là, tu fais combien d'œufs à l'heure quand c'est comme ça? Eh ben écoute, ça varie quand même pas mal.
On va dire au pic de ponte, je suis à 38 500 œufs par jour. Ouais. Donc 3 palettes et demie en gros. Hein, parce que 4 palettes complètes, c'est 43 200 œufs. Donc je fais pas 4 palettes, je fais 3,5. Et en fin de ponte, comme là, je suis à peu près à 31 000 œufs. Ok. En fin de ponte. Parce qu'en fin de ponte, bah, il y a forcément elles pondent moins. Plus de déclassés. Plus de déclassés aussi, ouais. En début de ponte, je suis autour de 1,5% de déclassés. D'accord. En gros, Oui. par contre, en fin de ponte, on monte à 3-4%, assez facilement. Ah oui. Bah oui, comme les œufs sont... Alors tout ce qui est On compte pas fragile tous et les déformé points. comme tu as montré tout à l'heure en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Souvent, je déclasse en début de ponte, je déclasse à peu près 200 œufs. Là, je suis plutôt à 700-800 œufs déjà. D'accord, oui. Et ça, c'est les œufs que moi je vois. Mais le centre avec Après, qui je oui. travaille, eux repassent les œufs dans une mireuse, on appelle ça comme ça. Et eux vont repérer les œufs microfêlés, on appelle ça. Donc ils vont aussi être déclassés. Quoi. Parce que Et là, tu as un pourcentage à peu près qui recalibre à peu près. C'est comme ça. Ah bah là, ils me reprennent 4%. Ça arrive, ouais. Ah ouais. Au total, je peux être à 6, 7, 8% de déclassé en fin de l'eau. En fin de l'eau. Au début de l'eau, on n'est pas à ça du tout. Hein. Mais en fin de l'eau, ça peut arriver. Après, quand on a un lot qui se passe bien, bah, ça va bien, quoi. Ça se voit bien. Mais on voit bien que quand on a un lot qui a souffert, par exemple comme moi, où c'est vrai que j'ai quand même eu j'ai des passages viraux qui arrivent assez régulièrement. Et tous ces passages viraux-là font qu'au bout d'un moment, la poule est... Ah oui, elle commence à fatiguer, donc l'œuf est moins, voilà. la coquille est moins Il plus faut fragile. savoir qu'en fin de ponte aussi, on rajoute bien souvent du calcium dans l'aliment pour qu'elle puisse le fixer sur l'œuf. Parce qu'en fait, une poule pondeuse en fin de l'eau, elle a du mal à fixer, à capter son calcium. Donc il faut l'aider, il faut rajouter du calcium et de la vitamine du groupe D souvent, pour l'aider renforcer vraiment, la coquille. Quoi. Donc voilà, après c'est comme ça. Ça se passe bien. Mais bon, par rapport à ces machines-là, c'est vrai que ça marchait bien. L'idée, c'est vrai que je suis parti sur un élevage assez conséquent en termes de taille, surtout ramené à l'UTH. Donc moi, j'avais pas le choix que de m'équiper. Donc l'idée, c'était ça, c'est d'avoir un système avec un seul opérateur, on va dire, à ramasser les œufs. Il est capable, de faire tout seul. Voilà, c'est ça l'idée. Bon, bien que je le fais pas tout seul, parce que maintenant, c'est vrai que une ETH pour 40 000 poules, c'est trop. Oui. Hein, d'autant plus que j'ai une partie culture à côté. Donc là, c'était beaucoup trop. Donc du coup, j'ai ma compagne qui m'aide aux œufs le matin. C'est clair que ça fait le une matin, souplesse aussi. Voilà. Et le matin, on dit que ma machine, elle va accepter, je vais faire à peu près 21 000 œufs à l'heure. En cadence, quand tout va bien. Oui. Donc on dit en 2 heures, c'est que tout est fini. Non. C'est théorique quoi. Ça c'est théorique parce qu'il faut aussi, il y a toute la partie, le temps que les œufs arrivent, il faut prendre un petit peu de temps, la partie mise en place des palettes, préparation, tout ce qui est préparation, on a des intercalaires, tout ça, ça prend du temps. Faire les étiquettes, pour les étiquettes, bien les ranger, préparer les bons de transport. Donc en fait, on est plutôt 3 heures. Hein, au moins mettre une et on y est. Ça te laisse, Le lavage aussi c'est important parce que les œufs, si tu laves pas, un jour, 2 jours, le 3e jour, tu vas vite comprendre que c'est compliqué. Donc il faut laver ça. Nous on lave tous les jours, de toute façon c'est clair. Hein. Là tu vois la machine, c'est NIF, elle a 2 ans, elle a 2 ans et demi maintenant. On ramasse des œufs tous les jours avec et puis c'est propre. Faut que ça reste propre. C'est plus agréable. Déjà d'une, il y a des normes d'hygiène. Faut pas blaguer avec ça. Et puis de deux, c'est plus facile, c'est plus agréable de travailler. Pour toi, c'est beaucoup plus joli. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est là on a des siphons. Tu vois, il y a des siphons au sol et du coup ça permet de nettoyer un coup de raclette, et puis on nettoie facilement on voit que les bâtiments, les bâtiments sont propres, tout. Donc ton convoyeur, tu le nettoies aussi. Après, tu fais comment pour le nettoyer? Karcher. Pareil. C'est pas compliqué. En fait, là, dans la partie que tu vois en face, table de tri, on passe un peu de Karcher de temps en temps. Et le convoyeur jaune que tu vois, je passe un Karcher 3 fois par an. Tout simplement. D'accord. Ça, c'est du plastique, ça craint rien. Et tout le reste en inox. Donc ça se nettoie. Ça se maintient, Donc, c'est l'avantage, Et autrement ici, donc en tout on a 260 mètres carrés ici. 2 sas. Deux sas, voilà. Mais qui est compris en fait chasse à l'œuf, tout ça en fait. Ouais, c'est ça. Tout est compris dedans. On m'avait dit que j'avais fait grand, mais en fait, non, il faut de la place. Parce que
pour optimiser son temps de travail, et ben, Faut que tout soit prêt. tout soit prêt, quoi. Ouais. Voilà, là, on a les palettes qui vont Là, être ici, ouais. mes intercalaires. Ouais. Ici, derrière toi, j'ai toute la partie alvéole, en fait, ouais. Tout est là, il est prêt à accessible, quoi. Comme Ouais, ça, oui. on ne perd pas trop de temps, Ouais. quoi. Voilà. Après, Pas là, en train en de face, courir à droite à gauche, oui. tout ici, une fois qu'on a ramassé les œufs, eh ben, on se retrouve dans la partie stockage d'œufs. Ouais. Simplement. Donc là, on voit le stockage d'œufs est climatisé. Et donc ici, je stocke tous mes œufs. Alors, important, il y a des choses aussi qui sont là, c'est qu'on a des étiquettes à remplir tout le temps. Et là-dessus, on inscrit le nom de l'éleveur, Ouais. le mien, le code œuf, le poids moyen de l'œuf et la date de ponte surtout, très important. Ouais, Date ok. de ponte, âge de poule en semaine. Ça, c'est Ok. pour la traçabilité tout simplement. Et Voilà. quand tu dis le poids d'œuf, en même temps que tu collectes, ça pèse les œufs ou c'est Non, comment? j'ai un transpalette peseur. D'accord, Donc, ok. en fait, j'ai Donc un- ça te fait un poids moyen oui, de ton Ouais, calibre. ouais, c'est ça. Voilà, là, une palette comme ça fait 745 kg. Ok. Donc en fait, quand on enlève les intercalaires, la tare intercalaire, on se retrouve avec un poids moyen de 61,50. D'accord, ok. Voilà. C'est Ok. à peu près Ouais. le calibre que je fais. En début de ponte, on Ouais, est c'est plutôt ce sur du 50. Ça démarre avec des petites billes au départ. Oui. On a des. Ça fait du 42 grammes. Ouais. 42-43 grammes. C'est au pour départ. ça que c'est important, oui, qu'elles partent pas trop vite non plus, les poulettes. Voilà, les poules à ponde, voilà. Ouais. Bah, en fait, plus elles vont partir tôt en ponte, moins elles vont faire de Oui. calibre. Oui, Faut bah être oui. clair. Après, moi, dans mon contrat, ou comme beaucoup, on est payé aux œufs, nous. Aux 100 Ouais. œufs. D'accord, On oui, est c'est pas forcément- Il y a au des kilo. contrats Oui, où les avant, gens c'était sont au payés kilo, au oui. kilo. Il y en a qui le font toujours. Ça se fait. Ah oui, je Ouais, croyais ça que- se fait toujours. Il y a D'accord, ouais. certaines structures qui proposent des prix à la tonne d'œufs. Ouais. Moi, je préférais les 100 œufs. Et je suis pas mal content de mon choix parce que c'est vrai que j'ai des poules moi qui ont tendance à pondre vite, tôt, Oui. elles montent très très vite en pic. pic. Pour Avec faire des gros tu calibres, vois, ouais. Bah ouais, c'est ça. Donc Ouais. du coup, j'étais en moyenne, j'étais à du 58, 59 grammes Oui, de ça fait. calibre. Ouais. Voilà. Mais ça pondait quoi. Donc de ce côté-là, c'était bien quoi. Donc voilà. Une fois que là et autrement, donc du coup les œufs arrivent ici. Ici, tu vois, j'ai des numéros. Oui, c'est ce que J'ai je des voyais. années. Ouais. Ça c'est pour les chauffeurs. Comme ça ils se repèrent. Quand je leur mets le bon livraison, je leur dis quelle aller prendre. Ouais. Comme ça, tout est préparé. Ceux-là, quand ils viennent, ils t'emmènent pas tout. À chaque fois. Si, c'est que. c'est Alors comme- quand un camion vient, il va Ouais. pas forcément tout me prendre mon stock. D'accord. Ici, je stocke à peu près. Je produis 25 palettes semaine. Ouais. En gros, c'est ce que je peux stocker ici quoi. D'accord. En gros. Ok. Un camion complet, c'est entre 25 et 27 palettes à peu près. C'est pas souvent le cas en début de ponte, j'ai des camions qui viennent. La plupart du temps, j'ai des ramasses 2 à 3 fois semaine quand même. Comme D'accord. je travaille dans un système œuf frais, Oui. moi j'ai des camions qui viennent au début de l'eau tous les 2 jours. Tous les 2-3 jours. D'accord. Et ça prend 4, 5, 6, 7, 8 palettes de façon très régulière. Ouais. Quand j'ai eu travaillé, quand on travaille en extra frais, c'est comme ça. Et après, en fin de l'eau, souvent, la destination des œufs, c'est plus orienté vers la casserie, Oui. donc on a des délais un peu plus importants, ce qui nous permet de faire des camions complets. Ouais, d'accord. Oui. Souvent, c'est Oui, comme ça- ça. Je suis ouais, plutôt ouais. en camion complet ou 20 palettes. C'est comme ça que ça se Ouais, passe. en d'accord, général. ouais. Donc voilà. Et puis l'autre côté, bon voilà, c'est pareil. En fait, c'est mon Ton stockage. livre de stockage. Oui, le stockage tout à l'heure quand t'es à l'extérieur. Ok. Voilà, des Ouais. emballages et toutes les stures en Ouais. volet. Et c'est Tout est en sûr. volet roulant, comme ça c'est facile. Ok. Et comme ça, les marche. opérateurs, surtout, ils ne passent pas. Deux passes, oui. Ils ne passent pas pour la biosécurité. Ouais. Donc Une là, zone. quand il arrive, quand il dépose il te les rentre. Oui, Ah oui, il les rentre. il les rentre. Ah ouais, tu vois. Si, il les rentre. De toute façon, tout est désinfecté. Et après, moi, régulièrement, je repasse avec mon pluvet. Je désinfecte Ouais, pour assurer le coup. Oui, bah oui. les voies devant. Et puis, ici, régulièrement, Ouais, comme oui. je lave régulièrement, après, je passe Oui, un coup de ouais. désinfectant Mhm. régulièrement. D'accord, ouais. Et si ça fait une baisse à œuf, tout. Ouais. Et après, je reviens sur le truc du calibre d'œuf. Ouais. Il y a la couleur aussi. Ils font attention à la couleur de l'œuf ou pas, à la coquille de l'œuf. C'est pas un critère sur lequel nous, en tant qu'éleveurs, on va être Ouais, non, c'est- rémunérés. ouais. Par contre, c'est un critère important pour le consommateur. Oui. Le consommateur, il préfère avoir un bel œuf brun Oui. plutôt qu'un œuf Oui, c'est pour ça que oui. pâle. Oui. C'est clair. La génétique de poule avec laquelle je travaille a toute tendance à faire des œufs de couleur brune, Oui. et ce qui Bah, plaise le- au consommateur. Donc,
Oui, c'est quand même un critère important. Aujourd'hui, de toute façon, tous les généticiens le savent, hein, ils travaillent quand même sur la couleur de la coquille. Oui, c'est ce qui est un œuf palo, c'est vrai, même moi, hein, je vais plutôt acheter un œuf brun qu'un œuf palo, c'est comme ça. C'est comme ça, mais c'est culturel, parce que ailleurs aux États-Unis, on consomme de l'œuf blanc, par exemple. Voilà, c'est culturel, c'est comme ça. Donc, on fait des œufs comme ça. Voilà. Et là, les lots, c'est toi qui les choisis, comme les souches, tout ça au démarrage. Ouais, moi je choisis. Tu choisis la souche. Ouais. Bah là, toi tu connais, moi je suis en Loman depuis 2 lots. Je reconduis un 3e lot en Loman. Tu repars en Loman. Ouais, je repars en Loman. Bah, c'est une poule qui me va plutôt bien. Après, je peux pas dire que j'ai un recul. Je peux pas être légitime comme certains éleveurs qui ont 20, 30 ans. Après, c'est une poule quand même qui est rustique et qui pond facilement quand même. Il y a pas... Ouais, et qui bouge. Oui. Parce que dans un système volaire, il faut qu'il y ait une poule qui bouge, qui soit dynamique. Après, tu dis que nous, ça bouge, mais moi, je suis pas forcément d'accord. Moi, je dirais que la Loman, elle bouge pas plus en volière que moins que d'autres souches que nous, on a pu voir en volière. Voilà. En Highland, par exemple, ça peut bouger. Ah ouais, ou Bovance, voilà, ça bouge beaucoup. Et par contre, c'est un peu moins rustique. Moi, je trouve que c'est beaucoup moins rustique que la Loman. D'accord. Ah oui, t'auras beaucoup plus. Et nous, tu vois, on dit souvent qu'en pondeuse, la Loman, elle est peut-être moins rustique, quoi. Par exemple, que de la Bovance. Elle va pour le noix d'œuf, elle va être un peu plus rustique. La Loman ou la Highland, il y a comme. Il y a du choix. Oui, c'est clair, oui. Toutes les poules, toutes les souches sont bonnes, hein, ça c'est clair. Après, la Loman, elle pond bien. Elle pond bien. Ça carbe, et quand il peut y avoir des petits soucis, des passages et autres, comme ça, c'est une poule qui a tendance à bien repartir. Elle reconsomme vite, elle repart bien. Elle ne consomme pas trop d'aliments, c'est intéressant par rapport à certaines souches qui vont consommer plus d'aliments. Voilà. Après, j'ai pas dit que je ferais tout ma carrière comme ça. Là, j'avais dit au gars à la couvert, je ferai 3 lots avec toi et je vais m'y engager. Mais après, je sais pas. Ça dépend comment. Peut-être de changer. Ça dépend des circonstances de l'eau. Là, le premier lot, tout était parfaitement placé. Sur mon système 40 000 poules, j'avais 150 œufs en ligne. C'est rien, quoi. Rien. Parce que j'ai pas de bande additionnelle. Il existe des bandes, on le verra tout à l'heure, pour récupérer quand la poule a décidé de pas pondre nos nids. Il existe des systèmes pour récupérer les œufs, quoi. Moi, je l'ai pas fait. Ah oui. D'accord. Donc les œufs qui pondent leur nid, c'est à la main que je les ramasse. Je pense qu'on est tous pareils ici, on peut éviter. Voilà. Quand il n'y en a pas beaucoup, ça va. Quand on a beaucoup, comme j'ai eu lors de mon début de premier lot, où j'en ai eu énormément, hein, pour être clair, je suis monté à 5800 œufs hors nid à ramasser à la main. Et pour faire simple, pourquoi ? Parce que moi j'ai des poulettes qui ont été qui sont arrivées peut-être un peu tard, stimulées un peu tôt. Et j'avais des poulettes, j'avais des œufs dans les conteneurs, quoi, au transfert. Donc quand tu ramasses 3000 œufs par jour et que tu en as déjà 1000 hors nid, ça fait mal. Oui, je me doute. Et donc là, tu te fais vite déborder par le système, quoi. Puis après, on met du courant dans le bâtiment, dans le système, au pied des murs surtout. Pour pas qu'elle aille dans les coins. Voilà. Et ça j'avais, et pas dans le système. D'accord. Comme le premier lot, c'était très bien passé. Puis en fait, moi j'estimais que le système, c'est leur maison. Tu mets pas du courant quand tu viens chez toi. T'as pas envie de les faire fuir, quoi. Voilà. Mais là, en fait, force est de constater qu'il n'y a pas de choix. Et puis en fait, c'est vrai qu'une fois que j'ai mis le courant, c'était beaucoup mieux. Sauf qu'il m'a fallu 5 jours pour mettre du courant. Donc c'était 5 jours de trop et c'est là que ça a été exponentiel. C'était plus 600, 700 œufs par jour en nid. Ça devenait. Puis elle s'habitue, puis ça les attire. C'est ça. J'ai fait le test. C'est pas compliqué. Dans un système, j'ai j'ai pas ramassé les œufs pendant 3 jours. Pour voir. Et donc le premier jour, tu avais 2-3 œufs. Le lendemain, tu en avais 20. 3 jours après, tu en avais 60, 80. D'accord. C'était exponentiel. Donc là, en fait, ce qu'on fait quand on est éleveur comme ça, en volière, ou peu importe, en système cabotis, c'est pareil, il faut passer régulièrement dans le bâtiment pour ramasser régulièrement les œufs. Parce que les œufs attirent les œufs. Oui. C'est clair. Donc là, dans le système pondoir, par contre, tu les ramasses aussitôt ? Dès que ça commence à pondre, en fait, tu les laisses pas une journée ou deux pour pouvoir justement les attirer ou autre, non ? Non. En fait, de toute façon, les poules, elles peuvent pas voir où elles pondent. Elles ont elles voient pas, Et en fait, l'œuf, il va tomber directement dans la bande sur le combat, derrière. Donc, elles vont pas voir. Par contre, il faut qu'elles comprennent que dans le nid, elles vont y être bien. Donc souvent dans le nid, il y a des bâches devant parce qu'il fait plus chaud. Elles sont à l'ombre et elles sont pas dérangées avec leurs congénères. Et du coup, il faut vite qu'elles comprennent que là, elles sont bien, quoi. Et c'est pareil dans le système, là ce que j'ai fait, c'est que je mets l'eau en face des nids. D'accord, comme ça pour les attirer en fait, pour qu'elles soient curieuses d'aller voir. Voilà, quand elles vont boire, elles vont passer devant le nid, elles vont dire « Ah,
là il y a quelque chose qui m'intéresse et il faut qu'elles y aillent. Quoi. Ouais. Et là, c'est éclairé dans les pondoirs, c'est comment? Non, c'est pas éclairé. Non, t'as pas de lumière, t'as rien. Il y en a qui font, il y en a qui font pas, je peux pas dire. Je peux pas dire qu'est-ce qui est le mieux. Moi j'ai pas. Normalement, ça se passe relativement bien. Ouais. De toute façon, voilà, une poule va tendance à pondre dans des endroits plutôt sombres. Oui. Donc pourquoi aller mettre de la lumière non mais oui, après, non mais c'est qu'on entend parler des fois. Comme ça. Par contre, on met de la lumière en dehors. Dans le système, tu mets un bloc au sol, on met un bloc au départ. Quoi. Parce que là, elles aiment pas trop. Et donc elles vont avoir tendance. L'idée, c'est qu'elles comprennent que elles sont bien en nid. Et à partir du moment où elles ont compris. C'est bien. Ça paraît simple comme ça. Oui, mais je doute que ça doit être compliqué. Voilà. Donc après, voilà. Et autrement, on va aller voir.